Salut et bienvenue sur Anakaland. Dans la vidéo du jour, on retourne sur la planète des singes avec le nouveau film de la franchise, Le Nouveau Royaume. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier pour toute la force que vous avez donnée à la précédente vidéo sur l'histoire de César. Vos commentaires font chaud au cœur et beaucoup sont constructifs, ce qui fait très plaisir. Un grand merci à tous et bienvenue au nouveau. Le Nouveau Royaume de la planète des singes vient donc de débarquer au cinéma, et sans entrer dans les détails tout de suite, c'était plutôt un très bon film. Vraiment satisfaisant pour un fan de la franchise. Il souffre certes d'une bande originale totalement oubliable en comparaison à la trilogie précédente et de quelques petites lacunes d'écriture et d'autres très rares sur le plan visuel. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire qu'on a été des mauvaises langues à se méfier de l'implication de Disney dans ce quatrième film de la nouvelle saga. Car en effet, le studio n'est pas tombé dans ces travers idéologiques auxquels il avait pu nous habituer depuis quelques années. Ce qui laisse deviner que la 20th Century Fox, TSG Entertainment et donc Westball ont bénéficié de suffisamment de liberté pour nous offrir un film de qualité. Et rien que là, c'est du positif, surtout en 2024. Donc, désolé Disney. Plongeons alors dans l'univers éblouissant de la planète des singes, avec Le Nouveau Royaume, ce quatrième opus de la franchise emblématique. Situé 300 ans après la mort de César, ce nouveau chapitre nous transporte dans un monde radicalement transformé, où les singes règnent en maître sur un monde où la nature a repris ses droits et dans une société évoluée et prospère. Avec des paysages à couper le souffle, des performances remarquables et une intrigue captivante, ce film promet une expérience cinématographique immersive. Je commencerai donc la vidéo avec une critique sans spoil, suivie d'une analyse plus approfondie, avec quelques spoilers de cette œuvre audacieuse qui redéfinit les frontières de la franchise. Ce nouvel opus de la planète des singes, Le Nouveau Royaume, offre donc une expérience cinématographique époustouflante qui redéfinit l'univers de la planète des singes. 300 ans après la mort de César, dont on a un petit aperçu au tout début, ce qui fait très plaisir, revoir Maurice, Roquette et même le petit Cornelius, ce film nous plonge donc dans un monde radicalement différent de la trilogie précédente. Et ce film captivera à coup sûr les fans de la franchise comme les nouveaux venus. Réalisé par Westball, reconnu notamment pour la trilogie du Labyrinthe et son travail sur le prochain film Zelda, et qui nous offre là un film plutôt bien construit et à l'histoire plutôt belle dans la lignée de ce que César nous avait montré. Bien que sans grand rebondissement ni surprise pour un spectateur avisé. Le Nouveau Royaume nous présente l'histoire de Noah, un jeune chimpanzé qui va devoir s'embarquer dans une aventure qu'il ne pouvait même pas imaginer. Un récit initiatique de héros, comme on en a déjà vu pas mal, c'est vrai. Mais en même temps, si ça a autant été fait, c'est que ça fonctionne. L'aspect visuel du film est plutôt remarquable, avec une photographie vraiment léchée et des effets spéciaux de pointe qui nous transportent dans ce nouveau monde où les singes règnent. Les singes justement sont toujours aussi attachants et humains, même si il manque clairement quelques parties à leur anatomie. Mais surtout, ils sont transpirants d'une émotion très réaliste et engageante. Les décors et les costumes sont excellents eux aussi, créant une atmosphère immersive et évocatrice. Dès le début, on a par exemple deux séquences superbes qui nous montrent ce nouveau monde. La première notamment avec un aigle qui attrape un poisson, puis vole au-dessus d'une ancienne ville couverte de végétation. Et bien que le premier plan, avec le poisson, m'a semblé être en prise de vue réelle tellement il était parfait, la suite était clairement en VFX. Et là encore, l'animation de l'aigle était parfaite. Et la ville en dessous, tout aussi belle. Donc une merveilleuse prouesse des équipes en charge des effets spéciaux dans ce film. Comme quoi c'est encore possible aujourd'hui de faire du grand cinéma, même en CG. Même si oui, j'ai bien noté deux plans à divers moments qui piquaient vraiment les yeux. Des plans rapides, donc on pardonne, mais tout de même hyper importants dans la narration. Donc c'est quand même dommage. Le premier concerne un décor numérique, juste après que Noah ait passé un tunnel, et qui nous présente donc ce nouveau monde qui s'ouvre devant lui. Mais ici l'incrustation était loin d'être parfaite, avec notamment un flou d'arrière-plan un peu déconnant. Tout est flou, depuis les brins d'herbe devant Noah, jusqu'au dernier arbre très loin à l'horizon. Et le second, encore plus important, c'est lors de la séquence qui introduit le personnage de Proximus. Alors qu'il escalade un genre d'estrade, l'animation ici est vraiment dégueulasse. Je comprends bien sûr qu'ils n'ont pas pu faire ça en motion capture, normal, les acteurs ne sont pas des singes, mais tout de même, c'était vraiment moche. Et donc encore une fois, c'était dommage, ça casse un peu le mythe concernant l'antagoniste du film. Mais bon, en dehors de ça, le monde qui nous est présenté était vraiment magnifique, notamment dans toute la première moitié du film avec tout ce vert. Et les personnages n'en restent pas moins très attachants. Les performances des acteurs, justement, et en particulier celles des singes principaux, sont remarquables. Ils parviennent à capturer la complexité émotionnelle de leurs personnages, offrant des moments poignants et mémorables tout au long du film. Avec une petite dédicace pour Owen Teague, excellent en Noah, le héros, ou encore Kevin Durant qui fait un Proximus ridiculement crédible. De même que Freya Allan, la seule humaine vraiment remarquable dans ce film, qui s'en sort pas trop mal. Pour moi, elle n'a jamais été une actrice vraiment brillante. Mais ça va, ici, elle fait le taf. Même si ce que j'ai le moins aimé dans le film sont les passages la concernant, notamment dans le troisième acte. Enfin, pour ce qui est de l'intrigue, elle est plutôt riche en rebondissements et en suspense.
avec des thèmes profonds explorant la nature de la civilisation, du pouvoir et de l'identité. Les enjeux sont élevés et les choix moraux sont complexes, ce qui rend ce film aussi captivant sur le plan intellectuel que visuel, tout comme la trilogie précédente au final. On est ici sur un récit initiatique du héros plutôt très classique, au point où je me suis auto-spoilé l'élément déclencheur du film dans les 10-15 premières minutes, et même quelques autres un peu plus tard. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment, car malgré quelques petites longueurs dans la deuxième moitié du film, qui dure tout de même 2h25, soit le plus long de la franchise, le récit réussit dans l'ensemble à nous garder attentifs. Et concernant ces longueurs, de mon côté, c'est principalement l'intrigue autour de Mai, le personnage de Freya Allan, qui a failli me faire décrocher. C'est peut-être étrange, mais j'avoue que dans ces films, comme dans ceux du Monsterverse, mais d'une manière différente, j'ai plus envie de voir les singes ou les monstres que les humains. Et donc un parcours héroïque pour Noah qui va devoir utiliser toutes ses ressources pour mener à bien sa quête, traversant ce qu'il reste d'une Amérique dévastée et devenue aussi splendide que dangereuse. De plus, à nouveau comme dans les films précédents, la question se pose des autres espèces de singes avec ce film. On a bien le personnage de Raka qui mentionne les gibbons vite fait, mais rien de plus. On n'y voit d'ailleurs qu'un seul orang-outan, Raka, et à peine 1 ou 2 gorilles. On est donc vraiment dans ce film sur une ou des sociétés de chimpanzés uniquement. Concernant les films des années 60-70, je pense que c'était par manque de temps et de moyens qu'ils avaient choisi de limiter à seulement les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans. Mais aujourd'hui, avec les effets spéciaux, tout était possible. Et on ne peut même pas se dire que c'est le virus qui ne touchait que les grands singes, car il en manque malgré tout encore pas mal d'espèces. Toutefois, on peut imaginer et espérer que les prochains opus corrigeront peut-être ce détail. En résumé, et pour en finir avec mon avis sans spoiler, le Nouveau Royaume est un ajout passionnant à la franchise La Planète des Singes, offrant une nouvelle perspective sur cet univers fascinant. C'est un voyage cinématographique inoubliable qui ravira les fans et laissera une impression durable sur la suite de la saga. Donc évidemment, si ce n'est pas déjà fait, foncez en salle pour voir le film. Et à présent, attention, spoiler. Pour commencer, dès l'intro, on nous replonge à la fin de la trilogie consacrée à César, au moment de ses funérailles, quand il devient vénéré comme une figure légendaire et messianique, dont le sacrifice a permis aux singes de prospérer dans ce nouveau monde. Une légende qui a donné sa vie pour les siens. Mais pour plus de détails, je vous renvoie vers mon récap si vous ne l'avez pas encore vu. Et comme je l'ai dit, c'était très touchant de revoir le sage Maurice, le fidèle Roquette et surtout le petit Cornelius, futur roi de la vallée, terre promise des singes. Mais ce film ne nous en montrera pas plus les concernant, car son histoire se déroule dans une région bien éloignée, dans une société de singes qui n'a jamais connu César. Donc des singes qui ont évolué de leur côté sans bénéficier des enseignements du premier d'entre eux, créant leur propre société, leurs propres règles, croyances et philosophies. Une culture totalement inédite. En effet, le clan de l'aigle, le clan du jeune Noah, s'est développé autour de l'élevage et de la symbiose avec cette espèce volante qui leur fournit nourriture, protection et même des plumes pour leurs vêtements et leurs bijoux. Une société très proche de la nature, à l'instar presque des Na'vi dans Avatar. On nous présente donc le personnage de Noah, un jeune singe qui prépare le rite de passage à l'âge adulte de son peuple, aux côtés de ses deux meilleurs amis, la douce Suna et Anaya, le gentil crétin. Une tradition propre à leur clan qui révèle donc leur lien profond avec la nature et les autres espèces qui les entourent. On y découvre notamment que Noah est un être certes jeune, mais sage, bienveillant, au grand cœur et très respectueux des règles. Il refuse par exemple la simplicité de s'emparer du dernier œuf d'un nid d'aigle, car il doit toujours au moins en rester un afin que l'espèce continue d'exister à l'état sauvage. Et pour respecter cette loi, il est prêt à se sacrifier au profit de ses amis, même si très vite il fait aussi preuve de témérité pour finalement réussir sa mission. On a donc là un personnage principal qui fait un parfait héros en devenir, gentil et courageux, prêt à tout pour ses proches. Un jeune singe sur qui reposent aussi de grandes responsabilités. Fils de l'enseignante du village et du maître des oiseaux, peut-être les deux individus les plus respectés après les anciens, Noah se doit donc d'être toujours irréprochable. Ce qui bien sûr va entraîner les événements qui vont provoquer l'intrigue du film. Alors que les trois amis reviennent de leur recherche des œufs, qu'ils vont devoir élever comme leurs propres petits, ils croisent la route d'une humaine, un écho comme ils les appellent. Créature mystérieuse et dangereuse qui ne s'aventure jamais sur leur territoire d'habitude et qu'il leur est interdit d'approcher. Mais quand cette même humaine les suit et s'infiltre dans leur village pour manger, dans sa fuite, elle brise l'œuf de Noah. Il va donc devoir repartir pour en trouver un autre très rapidement. Et c'est là que j'ai cramé ce qui allait se passer. Au début, j'ai envisagé une ellipse dans laquelle son propre aigle aurait grandi, mais là, c'était évident que son village allait être détruit et que Soleil, l'aigle de son père qui ne l'aime pas, allait finir par l'accepter comme nouveau maître. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est cousu de fil blanc que c'est forcément mauvais. Et au fond, tout n'est pas parfait dans ce nouveau monde. Des tensions émergent alors que cette humaine, mais qui évidemment était poursuivie par des singes moins sympathiques que le peuple des aigles, conduit cette armée de singes sur les terres du clan. Et que ces derniers, dans leurs armures de métal et avec leurs armes électriques, réduisent le village en cendres et ses habitants en esclavage.
laissant Noah seul au milieu de ce chaos, avec bien sûr l'aigle soleil qui va lui en faire baver. Cette civilisation de singes plus moderne qui utilise le métal et même l'électricité sous forme de lance taser, là où Noah et les siens utilisent du bois et du tissu, reflète donc ce que j'avais vaguement évoqué dans ma vidéo précédente. Certaines sociétés de singes ont suivi le même chemin que les hommes autrefois, préférant la guerre et la domination, au travers d'une forme d'industrialisation, plutôt que la paix et le respect de la nature. Donc, une fois le village détruit, son peuple disparu et son père assassiné, Noah se retrouve seul, et va devoir quitter le territoire de sa tribu pour retrouver les siens. Guidé tout d'abord par Soleil, que Noah prend pour une sorte de mauvaise conscience qui le suivrait partout, il s'engage dans la vallée interdite, territoire des échos et autres dangers. Le jeune singe quitte donc son foyer pour un long périple. Et juste au moment où je me disais qu'il ne lui manquait plus qu'un mentor pour que son histoire soit le parfait cliché du récit héroïque, voilà qu'il tombe, presque littéralement, sur Raka. Un vieux sage orang-outan, référence évidente à Maurice, qui n'est autre que le dernier membre d'un très ancien ordre, presque religieux. L'ordre de César, fondé après sa mort, alors que certains singes, parmi les plus instruits de la vallée, ont fait de la parole de César, de ses enseignements et donc de ses deux lois, une véritable philosophie de vie. Et ils auraient ensuite été envoyés, probablement par Cornelius, une fois roi, à travers le monde pour répandre la parole du prophète qu'était son père. Raka donc, un vieux singe, sage et gentil, avec son humour un peu particulier. J'ai par exemple adoré comment il tacle à tout bout de champ les humains stupides, mais toutefois sans malveillance, au contraire. Tout comme quand il baptise May Nova, car toutes les humaines sont baptisées Nova. Et ce vieux singe qui vivait en ermite jusqu'à sa rencontre avec Noah va finalement l'accompagner et l'initier aux enseignements de César. Et c'est finalement à travers lui que l'on se rend compte de tout ce que l'on avait pu imaginer avec la trilogie précédente. L'héritage de César est bel et bien vivant, même si évidemment ses échecs et ses erreurs ont été oubliés pour n'en faire plus qu'un saint à présent. Toutefois, Raka, en bon mentor de récits de fiction, perd la vie assez vite dans le film. Mais pas avant d'avoir fait de Noah l'héritier de son savoir et de ses valeurs. Un passage de flambeau symbolisé par le collier de l'ordre. Toutefois, son enseignement n'aura concerné que ce qu'il y a de plus fondamental, l'histoire des singes et les lois de César. Pour rappel, singe pas tuer singe, et singes plus forts ensemble. Sauf que malheureusement, il n'aura pas eu le temps de raconter à Noah ce qu'est devenue la colonie de la vallée fondée par César. Élément qui sera très certainement au cœur d'un des prochains films. Car rien ne nous assure que Raka n'a réellement rien dit à Noah à ce sujet hors caméra. Mais bon, pour ce qui est des théories, on a le temps. Je vous ferai sûrement une ou plusieurs vidéos dédiées un peu plus tard. Alors pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en arrive donc au troisième et dernier acte du film, celui qui à mon sens pose quelques problèmes. Une fois Raka mort, Noah et l'humaine May se font capturer par l'armée de Proximus, un chimpanzé complètement mégalo qui se prend pour l'héritier de César. Il porte même son nom pour affirmer son autorité, tout comme le faisaient certains empereurs romains après le premier César, Julius, qui prenait le nom de César qui est ensuite devenu synonyme d'empereur, dépassant le statut de simple mortel de son premier porteur. Chose qui est somme toute logique dans cette saga, vu que César avait été baptisé d'après Jules César, rappelez-vous que Charles lisait La guerre des Gaules, ou peut-être La guerre civile, bref, un livre de Jules, et qu'en plus on apprend assez vite dans le Nouveau Royaume que Proximus se passionne pour l'histoire de l'Antiquité romaine, et même son campement fait très armée romaine avec ses tentes rouges à perte de vue. Donc ce roi autoproclamé des singes désire fonder un nouveau royaume à son image, en pervertissant l'héritage de César, le singe. Par exemple, c'était presque un crève-cœur au début quand on entend les soldats singes crier pour César, alors qu'ils tuent leurs semblables. C'était une trahison pure et simple. Mais très vite, on comprend à quel point Proximus César est ridicule, coincé dans des pensées étriquées mêlées de peur. Il refuse notamment de faire confiance aux humains, les dénigre et les craint même, mais il a besoin d'eux. Et il fait aussi tout pour leur ressembler. Il souhaite créer un monde à leur image, fait de pouvoir, de guerre et de domination. On le voit même jubiler quand il voit un flingue fonctionner pour la première fois, alors qu'un de ses singes vient de mourir et que tous les autres sont terrifiés par cet objet étrange. Mais lui, c'est la convoitise qui l'anime. Car son objectif, la raison pour laquelle il réduit d'autres singes en esclavage, encore une trahison horrible à l'héritage de César, c'est qu'il veut à tout prix ouvrir un bunker humain construit avant l'épidémie, qui contiendrait les armes et machines dont il aura besoin pour conquérir le monde. Pour cela, il s'entoure donc d'humains usant de leurs connaissances techniques et scientifiques. Mais au lieu de faire évoluer sa société dans le bon sens, tout ce qu'il ressort de ce savoir, c'est des armes. Pour le coup, lui, il aura vraiment pas appris des erreurs du passé. Et enfin, concernant le roi bouffon, on le voit tout de même utiliser le mantra « singe ensemble plus fort ». Mais là aussi, de façon pervertie. Car lui, il dit ça pour soumettre les singes, y compris le peuple de Noah. Pour lui, c'est ensemble, mais sous ses ordres. Alors que pour César, c'était bien plus profond. Il aspirait à une forme d'égalité, ou plutôt d'équité, entre tous les singes de la planète. Et donc, venons-en à ce qui aurait pu être une cata dans ce film. Un peu plus tôt, quand tout à coup, May s'est mise à parler.
J'avoue que j'ai craint le pire. On nous avait bien montré des humains redevenus sauvages et primitifs dans une séquence qui m'a beaucoup fait penser à l'intro de la trilogie, quand Beauzieux se faisait capturer par des humains. Mais là, d'un coup, ça devenait un peu bizarre avec des humains normaux. Surtout que ce n'est pas une humaine qui a réappris à parler après avoir été touchée par le virus, mais bien une fille, comme vous et moi, une descendante de survivants de l'apocalypse simienne. Surtout qu'ensuite, son personnage prend beaucoup de place très vite dans le récit. Tout d'abord, elle était juste là en élément déclencheur, puis en acolyte, comme pouvait l'être la Nova originale dans le film précédent, mais ensuite c'est carrément une fille instruite qui connaît même l'histoire réelle du monde. Alors que les singes, eux, s'interrogent encore sur le monde d'avant. Même Raka, qui connaissait l'histoire de César, ne savait pas la vérité. Il pensait par exemple les villes comme étant des lieux construits pour les humains, mais par les singes, alors que tous vivaient en harmonie. Mais cette jeune femme sait ce qui s'est passé et elle connaît même la technologie. De même que l'autre humain rencontré un peu plus tard qui collabore avec Proximus. Malheureusement, de mon point de vue, c'était un peu dommage de ramener encore des humains modernes dans l'histoire. Mais bon, en vrai ça passe, même si Freya Allan monopolise un peu le devant de la scène pendant ce troisième acte, au point presque de devenir plus importante que Noah. Mais ça ne dure finalement pas si longtemps, et puis surtout, elle est loin d'être une héroïne, donc ça va. Même si, aussi, le coup du bunker, il faudrait m'expliquer. Proximus fait tout depuis apparemment très longtemps pour y entrer, et ce même avec l'aide d'un humain. Mais ils ne se sont jamais dit qu'ils allaient peut-être chercher une autre entrée au cas où. Car clairement, l'aération par laquelle May, Noah et les deux autres rentrent n'était vraiment pas cachée. Ajoutez à ça le fait que ces aérations ne soient pas scellées, ce qui en fait un bunker pas très safe niveau gaz, radiation ou épidémie, mais je dirais que c'est peut-être la seule grosse incohérence de ce nouveau film, donc on va pas se plaindre. Même si ça reste chelou, un peu comme le coup de l'eau qui monte des étages au-dessus du niveau de la mer juste après. Et sinon, concernant notre vrai personnage principal, Noah, le troisième acte est pour le coup vraiment sympa. Tout d'abord, il découvre son peuple réduit en esclavage, qui a baissé les bras et refuse de se rebeller. Mais lui, qui pourtant faisait tout pour respecter les règles avant, se voit dans l'incapacité de se soumettre. Et c'est justement au moment où il comprend que toutes ces règles ne sont pas forcément justes, et qu'il est normal et même souhaitable de vouloir les changer quand elles sont cruelles, que Soleil, le magnifique aigle de son père, accepte enfin de se lier à lui. Car il a enfin grandi, il est devenu le singe que son père et Soleil attendaient qu'il devienne. Aussi sage et brave que son père, avec le courage de défendre ses convictions. Et ce moment, tout en émotion et épicness, était vraiment top. De quoi régaler les fans et même réveiller les spectateurs qui commençaient à s'endormir avec les histoires de May. Tout comme le climax, magnifique. Entre le bref combat aquatique contre le gorille qui a tué son père, qui est remporté non par la force mais par l'astuce, et surtout la fin du roi guignol Proximus. Cet être infâme qui se délecte de la souffrance et de la soumission de ses semblables, qui enrage d'avoir perdu de quoi faire encore plus de victimes et qui est finalement vaincu par les aigles du clan, réunis pour venger et surtout libérer leur frère singe. Et encore une fois, très poétique, la victoire du groupe et de la nature face à l'individualisme et l'égoïsme. Ici, on reste donc bien dans la même vision que la trilogie précédente. Et ça fait plaisir, pas de trahison du propos dans le Nouveau Royaume, chose, encore une fois, à laquelle Disney nous avait trop souvent habitués. Et c'est en cela, après son long périple, ses diverses rencontres et enseignements, que Noah devient un véritable héritier de la volonté de César. Ce qui me fait dire, concernant la suite, qu'il va probablement rencontrer, ou plus vraisemblablement partir à la recherche, de la vallée et du peuple de César et Cornelius. Surtout que maintenant les humains sont de retour et avec la technologie pour couronner le tout. Des humains survivants qui se sont cachés depuis 300 ans dans des abris et autres. Abris apparemment mieux protégés que celui du film. Et qui tentent de reprendre le contrôle de certaines de leurs technologies. Et pourquoi? À coup sûr pour refaire la guerre et défier la domination des singes. Ainsi, on revient un peu à la case départ. Bien sûr, je peux imaginer que comme certains avaient survécu au premier virus, d'autres soient aussi immunisés à la nouvelle version. Mais c'est dommage, je pense que j'aurais préféré que tous les humains aient été touchés, mais que certains commencent à retrouver leur capacité avec le temps. Ça aurait eu, je pense, plus de potentiel d'écriture. Car là, on risque juste de repartir sur une guerre maintenant que les humains survivants vont pouvoir s'organiser pour prendre leur revanche. Car on a bien compris, au travers de May, que toute cohabitation est impossible. Même elle était prête à tout pour réussir son objectif, quitte à tuer ces singes qu'elle déteste. Et même Noah qu'elle semblait vouloir tuer à la toute fin. Heureusement, lui est si bon que ça l'a touché. Mais clairement, les humains ne sont pas de retour pour le meilleur. En conclusion, le Nouveau Royaume offre une vision innovante et palpitante de l'univers de la planète des singes, explorant de nouveaux territoires à la fois géographiques mais aussi thématiques et narratifs. C'est un film qui suscitera la passion et la discussion tout en offrant une expérience cinématographique inoubliable. Et pour finir, pour ce qui est du titre, ce n'est donc pas le Nouveau Royaume mais seulement un Nouveau Royaume. Car on n'est pas du tout dans la vallée où César avait mené son peuple. Et j'aime à croire que là-bas, les singes vivent en paix avec les Nova. Grâce à l'héritage authentique de César, grâce à Maurice et surtout au petit prince Cornelius.